Dans ma petite enfance, nous habitions la grande rue en face de la vieille mairie de Bichevillers, non loin de la place du Lion d'Or. C'était une solide bâtisse du XVIIIe siècle où mes aïeux tenaient boutique depuis le temps du roi Louis-Philippe. Au tournant du trottoir, juste après le magasin de chaussures de la tante Hélène, se dressait l'accueillante maison de nos amis Boller. Comme nos parents se fréquentaient, j'avais fait vers l'âge de 2 ans la connaissance de leurs enfants, qui restèrent mes meilleurs compagnons de jeu jusqu'aux abords de l'adolescence. Pour moi, la demeure des Boller fut longtemps un second foyer. J'étais enfant unique et je souffrais de mon isolement. La proximité des 3 enfants me fit croire que j'avais enfin trouvé des sœurs et un frère de mon âge. Nous nous amusions tantôt dans la salle de séjour, tantôt dans une petite pièce située à l'arrière de la maison, réservée à nos seuls jeux. En hiver, tout le monde se tenait dans la chambre d'habitation chauffée par un poêle de faïence blanche à gros boulons de cuivre qui ronronnait dans son coin, bourré de bûches et de sapins de briquettes. La maison des Boller était meublée de huches, de crédences, de rouets à longue chevelure de chanvre, de commodes rustiques en bois de chêne, travaillées et cirées, d'armoires alsaciennes à double battant, de bahuts à vaisselle, dressés dans les encoignures qui portaient des assiettes d'étain, des buires en vieil argent, des bougeoirs de cuivre de l'ancien temps. Dans le salon de musique, au plafond orné de poutres apparentes, il y avait des instruments abandonnés, des mandolines, des guitares, une épinette désaccordée en bois peint du XVIIIe siècle. Et au-dessus des portes et tout le long des murs, des poteries alsaciennes aux couleurs vives, alternées avec des gravures, des copies de tableaux baroques, des paysages d'artistes locaux tels Jacques Gachot, dont j'admirais enfant une vue de l'église de Sessenheim avec son clocher bulbeux, derrière laquelle Goethe rencontrait Frédéric, la fille du pasteur du village. À 5 heures, la mère de mes amis, que tout le monde nommait familièrement Bethel, nous appelait aux 4 coins de la demeure pour le goûter. C'était un rite très important. On nous servait de grandes tasses de chocolat brûlant avec des tartines aux saucissons roses fumés, Mettwurst, une exquise marmelade de baies d'églantier couleur de pourpre, Buttermus, des tranches de Kouglof, de Streuselkuchen ou de Rofkuchen. Toutes ces merveilles de la pâtisserie alsacienne sortaient des mains expertes de la maîtresse de maison. Dès que je fus assez âgé pour bien me conduire en société, nos voisins m'invitaient régulièrement aux célébrations de Noël. Le fait que j'étais un petit juif ne les gênait guère. Pour eux, Noël était avant tout une fête de l'imagination et du cœur. L'occasion de faire régner dans la maison entourée de neige et de ténèbres cette clarté de la vie enfantine. Cette féerie première où ils se retrouvaient tous, grands et petits, et qui jouaient un si grand rôle dans l'existence de cette merveilleuse famille. Pendant la quinzaine qui précédait la veillée de Noël, Madame Sophie Élisabeth, aidée par ses domestiques, se livrait aux préparatifs minutieux et interminables de la fête. Sans les soins qu'elle apportait aux détails du grand soir, la nativité n'eût pas été célébrée dans l'atmosphère céleste à laquelle nous aspirions.
Parfois, au milieu de la matinée, l'oreille collée à la porte de la chambre interdite, nous essayions, le cœur battant, de deviner ce qui se passait dans le sanctuaire où se faisait un sacré remue-ménage. Tout dans cette bizarre et attirante demeure, jusqu'à la disposition capricieuse des pièces, contribuait à créer une atmosphère fantasque, complice de nos désirs et de notre exaltation. Des mansardes à la cave. C'était un vrai labyrinthe où les enfants aimaient s'égarer en jouant à Colin-Maillard, à cache-cache, aux gendarmes et aux voleurs. Une chambrette située à l'arrière de l'immeuble était tout à fait séparée du reste de l'appartement. On n'y accédait que par un escalier raide et sombre. C'est dans cette pièce que se dressait l'arbre de Noël. Un magnifique sapin des Vosges qui allait du plancher jusqu'aux poutres du plafond. Madame Boller, munie d'un pot de colle et d'un pinceau, armée de ciseaux d'acier, découpait de grands oiseaux dans les rames de papier bigarré. Elle passait le plus clair de son temps dans ce lieu défendu à nos regards, à décorer le sapin, à préparer les nombreux cadeaux qu'elle enveloppait de rubans de soie rouge et verte. Sur chaque paquet d'étrennes, elle collait une image sainte avec un poème de circonstance en lettres gothiques tracé à l'encre de Chine. Que se passerait-il le soir de Noël? Quel présent aurions-nous cette année? Notre curiosité croissait d'instant en instant. Nous ne parlions plus d'autre chose entre nous. Et lorsqu'enfin le grand soir approchait, on ne pouvait plus tenir en place. J'avais près de 4 ans quand je fus admis la première fois à partager la magie d'une soirée de Noël chez nos amis Boller. C'était, je crois, à la fin de l'année 1924. La nuit était depuis longtemps tombée. On me fit monter enfin du jardinet enneigé jusqu'au palier de l'appartement par l'escalier de service obscur, en compagnie des 3 enfants. Nous nous assîmes côte à côte sur un petit banc placé contre la paroi de la galerie de bois sculpté. Nos têtes frisées atteignaient juste le niveau des fenêtres closes, aux fentes bourrées de chiffons de laine qui protégeaient nos oreilles de la morsure du vent d'hiver. Nous attendîmes, le cœur palpitant, serrés l'un contre l'autre pour nous tenir chauds, remplis à la fois de crainte, d'impatience et de joie. Quelques minutes passèrent ainsi en silence qui nous semblèrent sans fin. Tout à coup, on entendit un lourd bruit de bottes. Crap, crap, crap. Les pas d'un homme montant à notre gauche dans l'escalier noir, où la bise de décembre tournait. Le bruit se rapprocha. Nous glissâmes vers l'escalier, des regards apeurés.
Cette fois-ci, c'était sérieux. Il y avait tout lieu de s'alarmer. Ce qui venait lentement vers nous dans les ténèbres du dehors, c'était le pas du terrible Hans Traup. Chaque enfant connaît dans l'étendue de la plaine d'Alsace le redoutable père Fouettard qui accompagne dans les foyers chrétiens la venue du bon Saint-Nicolas. Oui, avec Saint-Nicolas surgissait toujours à Bischwiller le méchant Hans Traup, ce fléau qui visitait le domicile des pêcheurs grands et petits. Il ressemblait en vérité à un ours de foire, enveloppé dans sa cape de gros drap sombre qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Son visage à la barbe épineuse et noire, aux sourcils embroussaillés, barbouillé de suie comme celui d'un ramoneur, sortait tout droit de l'enfer. Son aspect était d'autant plus inquiétant qu'il portait sur l'épaule gauche un sac rempli de verges et d'orties pour fouetter les enfants désobéissants. Émergeant lentement du trou sombre de l'escalier de bois qui grinçait sous son poids, la brute se dirigea sur nous en vociférant. Quand elle surgit enfin tout entière devant nos yeux, nous restâmes pétrifiés de terreur et plus d'un mouilla son caleçon par excès d'émotion. Il nous glaça le sang en nous parlant d'une voix de basse irritée, à la fois rauque et tonnante, comme nous n'en avions jamais entendu auparavant. Hans Traup demanda d'abord à chacun s'il était un garçon ou une fille, puis il enquêta sur notre conduite au courant de l'année écoulée. Quoique peu conscient du sens de la question, qu'est-ce qu'une année sinon l'éternité aux yeux d'un enfant de 3 ou 4 ans, nous fûmes prêts à jurer que nous n'avions jamais commis la moindre incartade et qu'on s'était comportés comme de petits saints avec nos parents. Nos assurances parurent convaincre le terrible géant. Et pendant que nous poussions un soupir de soulagement, il s'en alla en maugréant, frappant le plancher fendillé du talon de ses bottes. Quelques instants plus tard, alors que nous commencions à reprendre nos esprits, l'escalier se remit à craquer. Une autre forme étrange se dessina bientôt au haut des marches usées. Quoiqu'elle nous parût aussi d'essence surnaturelle, elle nous effraya beaucoup moins. Au lieu d'une sinistre houppelande de noir, ce personnage-là portait un grand manteau d'écarlate. Son visage poupin aux yeux ronds, couperosé par le froid, rayonnait de bienveillance. Il riait jusqu'aux oreilles dans sa barbe blanche qui lui descendait sur les chausses. Plongeant du haut du ciel dans la demeure des Bollères par le canal de la cheminée, Saint-Nicolas venait de remonter du cellier pour faire lui aussi le tour de la maison. Mais son sac débordait de jouets, de noix, de douceurs de toutes sortes qu'il venait apporter aux enfants sages. Il sema à pleine poignée dattes, figues, oranges, raisins de Corinthe, pain d'épices ornés d'images pieuses, biscuits moulés en forme d'animaux, des Buderkritzel, qui pleuvaient sur nos petits genoux serrés l'un contre l'autre. Tout le contenu de sa besace y passa, et quand elle fut vide, Saint-Nicolas, courant sur les traces de Hans Traup, s'éclipsa malicieusement à l'autre bout de la galerie. Nous étions ravis de sa gentillesse, suivant de si près la colère du méchant Traup. Mais ce n'était que le commencement de la fête. Brusquement, la lampe à gaz de la cuisine s'éteignit. Nous fûmes plongés dans l'obscurité. À travers la double porte vitrée du couloir qui reliait l'office à la galerie où nous étions assis, une petite fée, en tunique blanche,
avec une couronne d'argent posée sur sa tête diaphane, vint à notre rencontre. Cet être gracieux au visage angélique et à la chevelure pailletée d'étoiles portait un grand cierge qui éclairait seul la maison de ses lueurs rougeâtres et changeantes, réfractées par les gros carreaux de verre colorés des portes. Il marchait d'un pas aérien, et l'on voyait trembler les ailes bleues repliées sur ses épaules. La venue du Christkindl, car c'était lui, fut accompagnée d'un tintement grêle de clochettes et d'un chant assourdi monté on ne sait d'où, du fond de la demeure hivernale plongée dans le silence de la nuit. L'enfant Christ était entré par les vitres transparentes, fleuries de givre, dans cette maison proprette et chaude, enfin prête à l'accueillir ce soir entre ses murs. Ouvrant la porte de la cuisine, il s'approcha de nous, auréolé de lumière phosphorescente. Son allure se ralentit un instant, il nous sourit sans dire un mot, et déjà sa silhouette frêle s'effaçait sans bruit parmi les ombres du corridor. Au moment précis où la silhouette blanche du Christkindl s'évanouit dans les ténèbres, la porte de la chambre interdite qui se trouvait derrière notre dos s'ouvrit d'un coup. Nous nous retournâmes en sursaut sur notre banc, battant des paupières, les yeux écarquillés, éblouis par le spectacle qui s'offrait à nos regards. Le sapin de Noël surgissait droit devant nous. Au pied de l'arbre incandescent s'entassait une montagne de cadeaux enveloppés de papier de soie et ornés de rubans aux nœuds immenses. Sur un signe de Madame Bethel, qui s'était jointe discrètement à nous, nous nous levâmes de nos sièges, sans trop oser nous approcher du brasier miraculeux. Alors, la bonne fée du logis nous appela un à un et nous conduisit elle-même au pied du sapin de Noël. Entre-temps, nos parents, les amis, tous les domestiques de la maison étaient venus grossir les rangs des invités. Bientôt, chacun eut les bras chargés de présents. Nous nous plaçâmes devant l'arbre à côté de la crèche pleine de santons et d'animaux en bois polychrome, doucement éclairés de chandelles, pour entonner en chœur les hymnes traditionnels de la nativité en Alsace. Nous, les enfants, nous chantions la plupart des strophes en français, mais nos aînés reprenaient les airs anciens en allemand, comme ils avaient accoutumé de le faire dans leur jeunesse. Stille Nacht, alterné avec Ô Sainte Nuit et Ô Tannenbaum avec mon beau sapin. Rien n'est jamais simple chez nous, même pas les cantiques de toujours. À la fin de la cérémonie, tous les paquets ouverts, les cadeaux admirés montrés à la ronde, lorsque le sommeil déjà commençait à peser sur nos paupières, plissées par la veillée, nous avions le droit de venir souffler les chandelles. Nous les éteignions d'un coup, non sans nous être amusés en secret avec leurs mèches grésillantes. La palpitation de la flamme vive, offerte à nos yeux curieux, à nos doigts avides de toucher l'élément merveilleux où s'épanouissaient chaleur et lumière mêlées, nous initiait à la vie divine des créatures terrestres. Nous existions pour un instant qui se voulait sans fin dans l'intimité
du buisson ardent.